ce livre passe parfois comme étant la Bible, en réalité. La Bible de l'éducation financière. de l'éducation financière. En tant que salarié, justement, c'est là que tu as le plus de possibilités d'essayer d'investir parce que justement, en tant que salarié, tu sais que tu es quand même sujet à moins de risques. Être indépendant n'est pas nécessairement mieux dans beaucoup de situations que d'être salarié. Donc c'est l'exemple parfait du petit soldat, hein. J'ai travaillé tôt, j'ai fait des études, j'ai fait beaucoup d'études, je compte pas mes heures, je travaille beaucoup, je fais des heures sup. Donc effectivement, il gagne un salaire très élevé, mais en fait, ce qu'il te dit, c'est que ce père-là vide cet argent qu'il n'investit absolument pas. Bonjour à tous. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons aborder la thématique de comment devenir riche selon Robert Kiyosaki. Grand Robert, qui ne connaît pas Robert? Alors, ce livre qui a bercé l'adolescence, l'enfance et le début de l'âge adulte de centaines de milliers de gens au moins à travers le monde, du nom de Père riche, Père pauvre, est certainement un des livres qui est le plus vendu sur la thématique de l'argent. Et on aimerait mener une analyse ensemble de ce livre, des points à retenir et également des points qui, selon nous, présentent, ou tout du moins selon moi, présentent quelques bémols. Alors, c'est un livre à la fois qui a été apprécié par beaucoup de gens et je pense qui a permis d'engendrer un réel déclic chez certaines personnes, notamment chez moi, en tout cas. Notamment chez Antoine, dans leur relation à l'argent. Et ce livre, parfois, est même présenté comme étant une mine d'or et comme la réponse à tous les problèmes d'argent de la plupart des gens. N'abusons pas non plus. Ah, c'est ce qu'on va évoquer, justement. Et ce livre passe parfois comme étant la Bible, en réalité. La Bible de l'éducation financière. Et c'est là le point qui, selon moi, pose problème, dans le sens où, à mon sens, ce livre est très bien, et on verra plus tard sur quel point, pour des personnes débutantes qui s'intéressent un tant soit peu à l'argent et qui veulent changer justement leur rapport à l'argent. Maintenant, si on peut émettre quelques bémols par rapport au livre, moi j'aurais tendance à dire déjà le fait qu'il soit extrêmement autobiographique. En réalité, c'est Robert, d'une certaine façon, qui raconte sa vie réelle ou romancée, mais essentiellement, il raconte son histoire et celle où il a deux pères, un qui est riche et son père adoptif d'une certaine façon, qui lui sert de mentor, et son père biologique qui, lui, selon lui, est pauvre. Selon lui, parce qu'effectivement, si on décrit un peu l'histoire pour ceux qui ne l'ont pas lu, ses deux parents gagnent quand même beaucoup d'argent, et en fait, c'est plus un entrepreneur versus un salarié, concrètement. Parce que je crois que son père adoptif travaille dans l'éducation. C'est plus son mentor. Hein. Voilà, il travaille dans l'éducation. Et en fait... son père réel, ça, son père réel travaille dans l'éducation, donc il gagne beaucoup d'argent parce qu'il a fait beaucoup d'études. Donc c'est l'exemple parfait du petit soldat. Hein. J'ai travaillé tôt, j'ai fait des études, j'ai fait beaucoup d'études. Je compte pas mes heures, je travaille beaucoup, je fais des heures sup. Donc effectivement, il gagne un salaire très élevé. Mais en fait, ce qu'il te dit, c'est que ce père-là vide cet argent qu'il n'investit absolument pas. Contrairement à l'entrepreneur, donc son père adoptif, le père de son ami, qui lui va lui apprendre comment avec l'argent on fait pour en générer plus en fait. Et la distinction elle se fait là en fait, c'est l'investissement versus le salariat entre guillemets, voilà, pour faire gros. Moi j'ai retenu 9 points qui me semblent intéressants dans le livre et sur lesquels je souhaiterais qu'on puisse apporter par moment un bémol, mais par contre qui, pour les personnes qui vont nous suivre et qui n'ont pas lu le livre, peuvent malgré tout leur impacter réellement leur vie en termes de relation par rapport à l'argent. Et donc, je vous invite à rester jusqu'au bout de la vidéo, dans le sens où ces 9 points, si vous les ignorez jusqu'à présent, pourraient effectivement affecter très négativement votre avenir financier, et ceux-ci peuvent réellement changer le cours de votre existence d'un point de vue purement financier. Ouais. Non, je pense que c'est important de dire que le livre, contrairement à la façon dont il est vendu ou dont on en parle, pour moi, n'est pas un livre qui va te permettre de devenir riche, n'est pas un livre de conseils financiers. C'est ce que les gens pourraient croire quand ils achètent le livre. C'est plus des conseils de vie qui te permettent à terme d'adopter une certaine rectitude, une certaine discipline dans la vie, qui à terme permettent d'avancer un petit peu au niveau financier. Moi, c'est ce qui m'a permis de me lancer dans des formations sur la bourse, etc. Et c'est pour ça que je le trouve très bien, mais en aucun cas, c'est un livre qui va te permettre de gagner des 1000 et des 100. Voilà, il faut s'enlever ça de la tête. Le premier point, et qui est très intéressant, c'est celui de changer sa mentalité finalement grâce aux fameux 4 cadrans.
si on rentre directement dans le vif du sujet, donc les 4 cadrans, c'est celui donc d'une part de employé, 2 de self-employed, donc d'indépendant, 3 de business owner, donc de personnes, de chefs d'entreprise, d'une entreprise d'une certaine envergure, et 4 celui de investisseur. Investor, comme il l'appelle. Je pense que ces 4 cadrans présentent un intérêt dans le sens où ils permettent en réalité de voir où on se situe. Aujourd'hui, dans quelle situation je me trouve. Maintenant, si on regarde un petit peu le détail, l'idée, c'est d'aller du premier cadran vers le dernier, qui est celui d'investisseur, et qui implique parfois, donc, c'est un petit peu comme ça qu'on peut le percevoir, de passer par les autres stades. Or, c'est justement là, pour moi, le bémol, qui est celui de être indépendant n'est pas nécessairement mieux dans beaucoup de situations que d'être salarié. Néanmoins, la position de business owner, donc la personne qui détient réellement une entreprise et qui détient des systèmes, eh bien, peut effectivement rapporter davantage d'argent que la position de salarié ou d'indépendant, mais c'est toujours à mettre au regard du cas par cas, dans le sens où on a certains emplois en tant que salarié qui sont très très rémunérateurs, plus que certains de chefs d'entreprise ou d'indépendants. Et donc, je pense qu'effectivement, tout le monde aurait un intérêt, enfin beaucoup de gens auraient intérêt à devenir investisseurs d'une certaine manière, et donc de faire travailler l'argent et de mettre l'argent à leur service. Mais pas indépendant. Mais ça ne nécessite pas nécessairement de passer par ces différents stades, dans le sens où effectivement, et je pense, c'est un peu le propos du livre, si on le regarde sur le marché français, c'est de s'adresser finalement à la plupart des gens qui ont un salaire normal. Et donc oui, si tu as un salaire normal, potentiellement, tu pourrais gagner davantage en devenant indépendant ou en devenant chef d'entreprise, mais ce n'est pas nécessairement le cas, de 1, et de 2, un certain nombre de personnes qu'on oublie ont des salaires qui sont largement au-dessus de la moyenne ou d'autre part de la médiane du salaire médian. D'ailleurs, c'est ce qu'on défend nous dans les différentes vidéos qu'on a fait. Le côté en tant que salarié, justement, c'est là que tu as le plus de possibilités d'essayer d'investir, parce que justement, en tant que salarié, tu sais que tu as t'es quand même sujet à moins de risques. Donc le seul risque concrètement qui peut t'arriver, c'est d'être viré. Donc soit tu n'as pas de chance parce que l'entreprise coule, soit tu es un blaireau qui fait mal son travail et malheureusement tu ne fais plus partie de la société. Mais en aucun cas, tu as autant de risques qu'un chef d'entreprise, parce qu'un chef d'entreprise a des revenus complètement irréguliers. Donc un chef d'entreprise sera peut-être capable d'investir tel montant à ce mois-là, mais peut-être pas le même montant le mois prochain. Moi, là où je pense que c'est intéressant de passer par le statut d'entrepreneur, c'est peut-être pas au niveau financier. D'indépendant ou de chef d'entreprise ? Chef d'entreprise. Okay. Ou même indépendant, parce que je pense que quand même en termes de mindset et d'apprentissage, il y a certaines choses que tu apprends en étant entrepreneur ou certaines difficultés auxquelles tu es livré que tu n'auras pas en tant que salarié. Et je pense que c'est vraiment ces difficultés, cette gestion, parce que bon, il y a quand même une gestion de la boîte qui est complètement différente que la gestion que tu fais en étant salarié. Et je pense que cette gestion, en fait, elle va te faire grandir, elle te fait adopter un mindset complètement différent. Et je pense que par contre, ce mindset-là, il est intéressant de l'avoir quand après tu vas aller plus haut et que tu veux finir comme vraiment un grand investisseur. Ça dépend, pour moi, ça dépend vraiment de ton statut au sein de l'entreprise. Dans le sens où, si par exemple, tu as des missions qui sont managériales, tu auras davantage, à mon sens, à apprendre qu'en étant un indépendant qui travaille seul, où tu n'as que à traiter avec des clients. Parce que plus tu vas monter dans la hiérarchie dans une entreprise, plus tu vas devoir soit, par exemple, t'occuper des gens. Et donc là, je pense qu'on acquiert énormément de compétences et de développement de sa valeur personnelle, dans le sens où il faut apprendre la gestion de soi, il faut apprendre la gestion des autres, l'impact des décisions, et on a plus de leviers finalement dans son travail. Et donc chaque décision qu'on prend va avoir davantage d'impact et de répercussions. Ce qui n'est pas nécessairement le cas d'une personne qui est un indépendant. Je vais prendre un exemple. Tu vas prendre quelqu'un qui est... voilà, à tout hasard, c'est ce qui me vient en tête. Tu vas prendre quelqu'un qui est... vendeur de fleurs, fleuriste, indépendant, quelle réelle compétence humaine ou professionnelle, et c'est pas du tout dégradant ce que je veux dire, mais professionnelle, il va développer de plus que quelqu'un qui est cadre dans un grand groupe. On avait déjà des problèmes avec la communauté LGBT, maintenant on va avoir des problèmes avec les fleuristes à cause de toi. tu vois Non, je comprends. Mais le meilleur exemple, regarde moi, par exemple.
qui est commencé en tant que salarié, qui après a pris des responsabilités et qui aujourd'hui est presque manager. C'est vrai que ça m'a demandé des compétences qui aujourd'hui me permettent de mieux gérer ma vision des choses par rapport à l'investissement futur que j'aimerais faire. Voilà, et je pense que ça permet de se structurer. De la même manière que les études et certaines études peuvent avoir un impact qui va être positif dans la structuration nécessaire à devenir investisseur. Parce que, et ça, on l'oublie, et puis on passera au deuxième point, mais ce qu'on oublie, c'est pour être investisseur sur le long terme et vraiment avoir des résultats, tu dois te développer réellement en tant que personne. Et donc, tu dois développer ta façon d'être structuré, ta vision à long terme, ton rapport au risque, etc. Que tu vas peut-être pas développer en ayant un métier indépendant où tu seras dans l'exécution de tâches, dans de l'opérationnel au quotidien, où tu ne devras pas travailler avec ce recul. Parce que finalement, un investisseur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va mettre de l'argent dans un projet, dans une entreprise. Si on le parle sur les marchés financiers, c'est la même chose. C'est dans une entreprise. Et derrière, qui devra soit prendre des décisions calculer en fonction les risques, de ça, voilà, et s'orienter par rapport à ça. Et donc, je pense que par rapport à ça, c'est assez intéressant de pouvoir, malgré tout, prendre du recul. Mais sur le principe que il est intéressant de voir où on se situe aujourd'hui et d'avoir cette volonté de devenir investisseur, mais je pense que c'est vraiment un point qui est assez intéressant à soulever dans le livre. Ça veut dire qu'un salarié comme un indépendant, au final, ils doivent derrière tous les deux se développer personnellement sur ce qui leur permettra de devenir un investisseur qui est réellement bon. Exactement. Je pense que et ça dépend de et ta comme un volonté chef personnelle. d'entreprise, parce que certaines personnes se retrouvent chefs d'entreprise par hasard, parce que leur activité opérationnelle fonctionne et donc ils sont obligés de recruter des personnes. Ils ont des personnes et puis après ça devient la débandade. C'est une catastrophe. Parce que eux ne se sont pas développés humainement. Non, je suis d'accord avec toi. Et je pense que ce développement humain, il est vraiment important. C'est primordial. Mon premier point, du coup. Et donc, ça nous amène au point numéro 2, qui est très intéressant dans le livre, qui est celui de s'éduquer financièrement. Et donc, moi, j'irais même de s'éduquer d'une manière générale moi, et je pense large. que c'est la ligne directrice du livre, quand même. Pour moi, c'est ce qui ressort le plus. Et c'est ce qui, pour moi, rend le livre hyper intéressant. Pour moi, ce qui ressort principalement du livre, c'est qu'à un moment, avec ces termes, tu réalises que l'argent va et vient, l'argent évolue, on met l'argent à la banque, et en fait, l'argent qu'on met à la banque au fil des années perd de sa valeur. Et lui, il te fait juste rendre compte que là où toi, tu penses épargner, tu perds de l'argent. Donc, essaie de t'instruire pour que cette épargne, tu l'épargnes différemment. En fait, l'investissement et l'épargne, c'est la même chose. C'est juste que les taux sont différents et les risques aussi. Mais c'est ce qu'il te conseille, en fait. Et je trouve que c'est une ligne directrice qui est intéressante. Et il te dit clairement que l'éducation financière n'est quelque chose qui n'est ni apprise. Enfin, moi, je n'ai pas appris financièrement à me développer au sein de ma famille. Et on n'a jamais appris dans quelle école que ce soit à vous développer financièrement. Et je pense que c'est la mission qui est primordiale et c'est ce qui ressort principalement de ce livre. Je pense qu'aujourd'hui, avec les temps qui courent, on a le devoir de s'éduquer financièrement. Comment fonctionne l'argent? C'est quoi l'argent? Comment on peut éventuellement essayer d'en faire plus? Je pense, par les temps qui courent, oui et non, dans le sens où, effectivement, le monde a toujours été difficile de toute manière. Maintenant, la seule chose qui est importante, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a une fenêtre d'opportunité réelle qui peut permettre à des personnes, et d'ailleurs c'est le propos de notre chaîne, qui peut permettre à des personnes de s'extraire de leurs conditions. C'est-à-dire que, fut un temps, si on fait un petit peu d'histoire, on pouvait, je pense qu'à une époque, il était assez difficile de s'extraire de sa condition. Si tu prends les temps les plus anciens, donc si tu prends, je ne suis pas un expert d'histoire, mais si tu prends la période de l'Antiquité, finalement tu avais des personnes qui avaient un statut, d'autres qui n'avaient pas de statut. Si tu n'avais pas de statut, certainement qu'il était assez compliqué de pouvoir t'extraire de ta condition, ou par ta bravoure peut-être, d'entrer dans une certaine forme de noblesse. On retrouvait ça notamment, c'était compliqué quand même. Notamment voilà, au Moyen-Âge. Et puis lorsque tu as eu la période qui correspond globalement à la révolution industrielle et donc le développement de la bourgeoisie, pour devenir bourgeois finalement et donc s'extraire d'une certaine façon de sa condition, sachant que devenir noble c'était assez compliqué à moins d'être anobli, mais voilà. Il fallait devenir un détenteur des moyens de production et donc devenir détenteur d'une usine ou alors faire oui peut-être ou faire du commerce et à partir de rien c'était assez compliqué.
Puis, de par l'élévation du niveau scolaire qui était recherché dans le début. Puis technologique aussi, qui a permis... Bien sûr, mais après, ce qui s'est passé, c'est qu'on a cherché à élever le niveau scolaire. Donc, je parle précisément voilà, en France, en Belgique, etc. On a cherché à élever le niveau scolaire. Et donc, de par l'école, tu pouvais t'extraire de ta condition, dans le sens où voilà, tu pouvais être personne, tu allais à l'école et... Si tu étais très bon, tu pouvais... avec un diplôme qui permettait d'accéder à certains... Mais globalement, depuis les années 60, et c'est un constat, il y a un abaissement généralisé du niveau de l'école publique, pas privée, publique. Et donc, ton diplôme ne vaut plus spécialement grand-chose pour te permettre de sortir de ta condition, sauf cas exceptionnel. Mais néanmoins, dans la situation dans laquelle on se trouve ici, je pense qu'avec de l'effort, de l'investissement et même une situation de départ qui est relativement normale avec l'avènement d'Internet, etc., je pense qu'il est possible encore d'avoir une fenêtre de tir pour s'extraire de sa condition. Et donc, s'éduquer financièrement, effectivement, va être indispensable pour pouvoir s'en extraire. Et puis la différence d'avant, c'est que avant, toute l'éducation que tu devais avoir, comme tu l'as dit, tu devais l'avoir à l'école ou dans les livres. Aujourd'hui, tu as la chance d'avoir accès à tout sur Internet, que ce soit en termes d'opportunités financières, parce qu'aujourd'hui, tu peux faire de l'argent avec des clics sur Internet, ou que ce soit en termes de formation. Aujourd'hui, tu apprends ce que tu veux sur Internet. Donc si actuellement, effectivement, tu veux t'extraire de ta situation, ça va te demander des efforts, pas forcément plus qu'à l'époque, et surtout de la curiosité et du développement personnel. Donc effectivement, ouais, je pense qu'on a plus de facilité à devenir riche aujourd'hui que... On demandera aux monteurs de mettre quelques dates pour appuyer nos propos parce que tu sais bien, il y a toujours des historiens sur Internet. Ouais, il y a des gens qui sont spécialistes. Comme on fait les vidéos sans et souvent, c'est des gens qui n'ont pas de photos, qui ont... sans prompteur et que, comment dire, le but n'est pas spécialement n'est pas du tout de connaître les dates, parce qu'en réalité, connaître les dates, c'est une forme d'asservissement. Ce qui est important, c'est de comprendre le procédé. Si tu veux connaître les dates, en réalité, tu es asservi dans l'état d'esprit qui est celui de l'hyperscolarité. Et puis, comme dirait quelqu'un, et je pense qu'on ne peut pas citer son nom, mais l'école est à la vie réelle ce qu'un cheval de bois est à la compétition équestre. Ouais, effectivement. Ensuite, investir, troisième point, investir, et là, c'est un point qui mérite une attention, investir dans des actifs qui génèrent des revenus. Et moi, je suis d'accord avec ce point. Je pense qu'il est important aussi de considérer que son premier actif, c'est soi. Déjà, investir en soi. Ouais, il parle d'où le fait de se former. Mais maintenant, lorsqu'il dit qu'une résidence principale n'est pas un actif, alors je demande à la personne qui fait le montage de nous faire apparaître précisément la définition d'un actif. On lui donne beaucoup de travail, mais elle est très gentille. Comment dire ? En fait, ça dépend comment c'est pensé. Nous, dans ce qu'on parle dans nos stratégies, c'est ok, résidence principale, mais dans le but derrière de potentiellement la revendre. Donc tu achètes la maison dans un secteur qui est porteur, qui pourra permettre une plus-value, et tu aménages la maison non pas sur un coup de cœur, mais qui potentiellement pourrait plaire à des futurs acheteurs. Dans cette optique-là, ton investissement peut être considéré comme ça. Par contre, je pense que lui, ce qu'il veut dire, c'est les gens qui achètent une maison, coup de cœur pour y vivre. Et en fait, cette maison demande de l'argent. Quand tu y vis quotidiennement, quand tu laisses tes sentiments perdurer dans cette maison, la maison, ça coûte cher. Tu peux avoir des imprévus, il y a des réparations à faire. Et dans ce sens-là, je peux comprendre qu'ils disent qu'au final, cette maison va te coûter plus d'argent si tu n'as aucun but derrière. Tu comprends ? Ça, je suis à 100% d'accord avec toi. Okay. Mais maintenant, après, c'est peut-être le problème d'Internet, c'est que peut-être c'est lié au manque d'intelligence parfois, dans le sens où le monde n'est ni blanc ni noir, il faut effectivement prendre en compte les différentes palettes de couleurs, mais effectivement une résidence principale ça peut être une dépense. Je vois Antoine esquisser non, un je suis sourire. parce que je veux dire que le monde du coup il était entre nous deux. Comment dire, je pensais que tu faisais référence à mon teint magnifiquement hâlé. Non, pas de souci. Ça c'est pas ta vraie couleur, c'est les vacances. La liberté financière. Comment dire loin de là. Allez, disons qu'effectivement, on peut voir une résidence principale comme étant, comme tu le dis, quelque chose dans lequel je jette de l'argent.
Mais néanmoins, le fait de qualifier ça immédiatement comme quelque chose qu'il ne faut pas acheter, je pense, manque clairement de nuances. En ce qui me concerne, à l'heure actuelle, je n'ai pas de résidence principale. Mais j'ai le projet d'acheter une résidence principale, tu vois. D'ailleurs, initialement, mon premier investissement devait être une résidence principale. Au final, c'est devenu un investissement. Mais malgré que j'ai mis en place des investissements, j'ai ce projet d'investir dans une résidence principale et je ne vois pas du tout ça comme étant une dépense, dans le sens où le choix de la résidence principale, sa localisation, le prix auquel je vais l'acheter, finalement, va être une réserve de valeur. Oui, tu vas quand même investir dans le but de te dire potentiellement si dans X années je veux partir et la vendre, j'espère que cette maison aura pris de la valeur. Et puis je ne vais pas mettre de l'argent éternellement dans un loyer. Ouais, je comprends, bien sûr. Tu vois, Ouais. parce qu'à un moment donné, lorsque tu es dans le monde réel et que, voilà, à la fois ton confort de vie fait que tu veux vivre dans une maison qui est plus cossue, etc., à un moment donné, mettre 5 000, 6 000 euros par mois dans un loyer pendant des années est un non-sens, tu vois. Tu aurais peut-être plus intérêt à le mettre dans un endroit dans lequel tu vas réellement être chez toi, pour autant qu'effectivement ton achat soit fait de façon stratégique et intéressante. Et le problème, c'est que ça, c'est vraiment un des gros points qui ressort du livre de Robert Kiyosaki, tout du moins dans ce qui en est dit, c'est n'achetez pas votre résidence principale, achetez uniquement des actifs. Alors c'est peut-être une mauvaise interprétation. Si tu ouais, mais ça dépend comment c'est pris. C'est vrai qu'il y a des gens qui vont se dire bon, bah finalement je vais mettre de l'argent tous les mois en bourse, je vais pas acheter ma maison. Alors qu'à terme, comme on l'a dit dans une vidéo, la maison est peut-être plus intéressante. Parce que tu ne vas pas vivre, si tu as le projet de t'enrichir, bien entendu, je peux concevoir que certaines personnes vivent tous les mois avec un loyer de 700 ou 800 euros toute leur vie, et ok. Mais si tu as le projet de t'enrichir, de développer ton patrimoine, etc., à un moment donné, tu vas aussi vouloir te sentir à l'aise. Tu comptes pas avoir des millions sur un compte, ou sur un compte titre, et de payer un loyer à 700 euros par mois. Donc, vu que tu vas augmenter ton niveau à un moment donné, ton jeu, il sera intéressant de pouvoir également réfléchir à acheter une résidence principale. Quatrième point, celui d'éviter les passifs. Là, je rejoins sur ce point, dans le sens où... Puis on en a déjà parlé plein de fois, nous aussi. C'est tout ce qu'on dit jusqu'à présent, de ne pas céder sur des achats compulsifs. En fait, de ne pas vivre dans l'instant. D'éviter tout ce qui nous permet d'être heureux sur le moment et 2 jours après, on ne le soit plus. Et du coup, d'investir plutôt sur long terme, comme la connaissance, la lecture et autres, les formations... C'est un point clé, évidemment. Bien sûr, mais sans oublier le fait de vivre et de profiter. Parce que c'est important de bien préciser que ce n'est pas en opposition. Ouais, mais justement, c'est parce que les gens pensent que vivre coûte de l'argent. C'est vrai. C'est vrai, ça dépend des plaisirs. Mais d'où le développement personnel et la recherche d'être heureux avec d'abord, en fait, en paix avec toi-même. Je pense qu'il faut d'abord trouver le bonheur dans ce que tu es avant de trouver le bonheur dans ce que tu achètes. C'est beau quand même. Et moi, je trouve que c'est important. Je pense qu'on pourra en faire un short. Ouais, évidemment, il faut la redire. Je pense que c'est important. Je pense que c'est important de vivre, d'être heureux de ce que l'on est et pas de ce qu'on l'en achète. C'est beau, non? Merci. Tu veux que je dise une 3e fois? Non. Mais non, c'est vrai, tu vois. Regarde, par exemple, hier, moi, j'étais dans la nature avec mes chiens, au milieu d'un champ. J'étais content, il m'en fallait pas plus, tu vois. J'aurais peut-être été plus heureux 10 minutes si j'avais... Une prairie, j'espère, pas d'un champ. Une prairie. Okay. Ouais, parce que les champs, j'ai des problèmes avec les agriculteurs, j'évite en ce moment. Et non, mais c'est très important, effectivement, parce que il faut... On parle beaucoup aux gens indirectement de se serrer un peu la ceinture dans le but de vivre mieux plus tard, mais ça ne veut pas dire que toute ta vie, il faut te priver sur ce que tu manges, sur tes sorties, sur autres. C'est juste qu'à un moment, il faut réduire un peu ce rythme de vie. Quand on parle des passifs, moi, je pense que une des plus grosses erreurs communes que l'on voit... La technologie. Non, c'est les voitures. Beaucoup de gens ont des voitures à crédit et ne se rendent pas compte du montant que ça représente par rapport à leurs revenus. Je veux dire, si tu gagnes 2 000 ou 3 000 euros par mois, à aucun moment au début de ta phase d'enrichissement, tu peux te permettre de t'acheter une voiture à 5, 10, 15... 20 000 euros. Enfin, si tu gagnes 2 000 euros par mois, il faut t'acheter une voiture à 2 000 euros, tu vois. Ou va travailler en vélo, c'est encore mieux. Mais non, mais clairement, je suis d'accord. Tu vois, et là, on ne se rend pas compte de l'impact que ça, parce que 20, 30 000 euros, mais c'est vraiment beaucoup d'argent. En réalité, si c'est ce que tu gagnes à l'année. À notre échelle, comme quelqu'un comme moi, c'est énorme. Si tu gagnes 24 000 euros sur l'année, tu gagnes 2 000 euros, tu gagnes 24 000, tu vas mettre 20 000 euros dans une voiture. Enfin, c'est... Qui permet juste d'aller d'un point A à un point B. Et qui en plus va te coûter
qui est réellement un passif en plus, qui va te coûter de plus Mhm. en plus cher. Parce que je pense que la voiture est le plus gros des passifs, effectivement. Et Les parce que entretiens, à elle ça, tu décote. rajoutes, voilà. Ah ouais, bien sûr. Et là effectivement, par rapport au crédit, etc., Mhm. je pense que tu peux te permettre de faire des crédits Oui. pour acheter même des passifs, hein. Mais ça va dépendre de où tu en es et est-ce que tu as les moyens de les acheter cash. Et donc, même si tu as les moyens de les acheter cash, tu vas parfois faire un crédit parce que tu sauras, mais le livre n'est pas suffisamment avancé pour ça, mais tu sauras qu'il est plus intéressant de l'acheter à crédit que de l'acheter cash. Mhm. Parce que ton cash qui va te rester, tu vas pouvoir le placer sur un Mhm. support qui va te rapporter plus Mhm. que le montant du crédit. Mais là, on commence à rentrer dans des... Ben- Mais le problème, c'est que c'est pas le cas de la plupart des gens. Non, La plupart des gens non. qui achètent une voiture à 20-30 000 euros, ils n'ont pas ces 20-30 000 euros sur Non. leur compte. Mais là, Tu vois. c'était quoi? C'était 3 ou 4 fois, tu ne peux permettre de faire un achat que si le prix de cet achat, tu as 3 ou 4 fois ce prix-là sur ton compte. Ouais, C'est je une sais règle. pas. Moi, je vois Je plus... crois que c'est 3 fois. Moi, je vois plus ça en termes de pourcentage, en fait, tu Ouais, vois. ouais. De se dire, OK, une voiture, ça doit pas représenter plus de X% Ouais. de mes revenus annuels. Pour autant, encore une fois, que je suis dans une dynamique où je souhaite m'enrichir. J'ai aucun problème. De toute façon, j'ai aucun problème avec personne. Non, non, J'ai non. aucun problème Les avec gens ont les des gens qui ont des problèmes avec toi, voitures. par contre. Tant pis. Mais peut-être des problèmes sur Internet Ouais. ou dans leur tête, Oui, ou... mais pas ou ailleurs, mais... dans le monde réel. Moi, je n'ai jamais vu personne. De venir te dire, t'es un con. Voilà. C'est les problèmes d'Internet. La Donc, plupart des commentaires qu'on t'a fait, on te les dira pas en face. Mais c'est ce qu'il dit dans le livre de toute façon. Son premier Porsche, je sais pas si tu te souviens, il parle de son... Il dit à l'époque, je voulais un Porsche. C'était la voiture de rêve. Il l'a acheté avec ses actifs. Je me suis acheté mon Porsche quand mes actifs me permettaient de l'acheter. Et c'est eux qui ont l'acheté. C'est pas, il a pris 30 000 euros sur un compte et il a dit, maintenant j'achète mon Porsche. Mhm. Donc voilà, c'est important. Le 5, celui d'investir dans l'immobilier, je pense qu'on n'a pas besoin de détailler davantage ce point, hein. Je pense qu'investir tout court, Là, je hein, vous mais- renvoie aux vidéos qu'on a fait justement. On en parle même plus et mieux que lui. Bah, on a plus étalé le sujet, c'est la vérité. C'est la vérité. Le 6e point, c'est celui donc d'utiliser l'effet de levier et celui des banques. Ça, effectivement, je pense que c'est un point qui est très intéressant et je renvoie à la vidéo qu'on avait fait sur investir en bourse vs investir dans J'ai l'immobilier, perdu. où on peut dire, comment dire, poliment, j'ai atomisé. Non, c'est pas vrai. On s'est mis Atomisé. d'accord sur 2-3 Atomisé trucs. Et après, tu m'as dit Antoine. oui, mais. mais En lui expliquant de façon mathématique et pas religieuse c'est juste l'histoire des Euh, mathématiques, hein, sinon. de l'impact justement de l'effet de levier et dans quelle mesure eh bien, il peut avoir un Est-ce que intérêt. tu peux, ça te dérangerait juste de développer rapidement ce que tu entends par effet de levier en immobilier, par exemple, pour les gens peut-être qui n'ont pas vu nos vidéos précédentes? Oui. Ce à quoi on fait référence, c'est le fait justement de faire appel à un partenaire financier, souvent ça sera une banque, pour permettre d'acquérir un bien, un actif immobilier, à une valeur supérieure à l'argent que l'on possède, ou tout du moins qu'on met dans l'opération, de façon derrière à pouvoir en générer eh bien, à la fois un rendement, une appréciation dans le temps, et tout ça va créer une certaine rentabilité au final. Donc, j'ai un exemple simple, j'ai 40 000 euros que je mets dans une opération, grâce à ces 40 000 euros, j'emprunte à la banque pour 300 000 euros, et donc me voilà avec une opération de 300 000 euros, enfin me voilà avec un bâtiment d'une valeur de 300 000 euros, si on retire les droits d'enregistrement par exemple, en ayant mis au départ que 40 000 euros. Mhm. Et ça, l'immobilier, grâce justement aux banques, peut permettre de le faire. Et selon toi, il a un risque quand même? Est-ce qu'on nuance un petit peu ses propos? Est-ce qu'il faut profiter absolument? Parce qu'en immobilier, ok, mais par exemple, un effet de levier en bourse, c'est quand même quelque chose de plus risqué. Oui, mais justement, ce dont il parle, c'est le fait d'utiliser l'effet de levier, notamment En dans immobilier. le cadre de Ok, alors à ce l'investissement moment-là, immobilier. entièrement d'accord avec lui. Le 7e point, c'est celui de construire et d'utiliser son réseau. Alors oui, effectivement, un réseau va avoir une utilité. Néanmoins, ce point est à nuancer dans le sens Ça où... fait pas tout. Voilà, Ouais. Tu Il faut dépends que- pas uniquement du réseau. ça dépend de ton capital humain, de ce que toi, tu vas apporter Aux gens. au réseau et, Ouais. et comment le réseau, entre guillemets, même si j'aime pas ce terme-là, mais tu vas pouvoir capitaliser dessus, dans le sens où si toi, tu as beau connaître toutes les personnes qu'il faut, si toi, tu n'as pas de projet, parce que tu n'as pas d'argent, que tu n'as pas d'idée, ton réseau, il va te servir Bah, puis les gens façon de parler à rien. oublient que c'est bien de connaître des gens et de pouvoir gagner quelque chose vis-à-vis de ces gens-là, vis-à-vis de cette relation, mais c'est donnant-donnant. Tu dois leur apporter quelque chose à ces gens-là. Souvent, on parle
d'argent. Généralement, c'est ce que tu avances. Mais tu dépends pas uniquement du réseau qui t'entoure. C'est pas parce que tu connais des banquiers ou des gens qui gagnent des millions que tu seras comme eux. Et je pense d'ailleurs c'est ce qui pose problème dans certains réseaux d'affaires actuellement, où des gens vont dans ces réseaux d'affaires plus pour se dire je suis entouré de personnes et je me sens être quelqu'un. Alors est-ce que derrière les actions correspondent au réseau que tu as? Tu vois ce que je veux te dire? C'est pas juste être dans un groupe d'affaires qui fera de toi un homme d'affaires. Mhm. Voilà, je le dis pour certaines personnes. Encore un short. Bah. Le point suivant, c'est celui donc de gérer les risques et d'apprendre de ses erreurs. Donc il faut en faire. Oui, et ça c'est un problème. De faire des erreurs? Non. C'est un problème, celui de... Comment dire? Que de par l'éducation que beaucoup de gens ont reçue, on ne valorise pas assez l'apprentissage. Et donc, les gens n'osent pas, beaucoup de gens n'osent pas Ouais, clairement. tenter de nouvelles choses parce que ça risque de potentiellement les mettre en situation d'échec. Parce que l'échec est mal vu. Voilà. On nous enseigne que l'échec est mal vu. C'est quand même quelque chose qui vient un peu de l'école où avoir une mauvaise note, c'est quelque chose qui est très mal vu. Ça dépend des écoles, encore une fois. Public, alors à ce moment-là, je précise. Oui, et Pas toutes. quel type d'enseignement? Bon, en tout cas, moi j'étais dans l'enseignement traditionnel et c'est vrai que le fait d'avoir une mauvaise note n'est pas souvent très bien vu, quoi. Je suis rarement arrivé à la maison quand j'étais très jeune avec mauvaise note qu'on m'a dit c'est pas grave, continue, quoi. Souvent c'est plus ouais, qu'est-ce que t'as fait, voilà. Et je pense qu'il y a aussi derrière, au-delà de l'école, parce que c'est facile de frapper sur l'école, mais je pense qu'il y a aussi un rôle éducatif. C'est à nous parents, je suis pas parent, mais c'est à nous parents d'enseigner à l'enfant que l'échec finalement. En fait, tout dépend comment tu rebondis vis-à-vis de cet échec. L'échec c'est pas grave, mais comment tu rebondis par rapport à cet échec, et c'est ce qui te décrit un petit peu dans le livre. Je pense que tu as lancé une perche à une personne qui regardera le podcast en disant à nous parents, peut-être que tu lui as annoncé que tu étais prêt. Non, pas du tout. J'en connais une qui sera ravie. J'ai 2 chiens. Déjà trop. Alors, oui, effectivement, c'est important de pouvoir être conscient qu'il faut que tu risques de commettre des erreurs lorsque tu vas faire des choses. Et c'est important d'oser, dans le sens où si on n'ose pas, effectivement, on ne passe pas, on ne passe pas à l'action comme on aime bien le dire. Et le dernier point, pour moi, donc comment devenir riche selon Robert Kiyosaki, celui-là est vraiment un point sur lequel j'aimerais mettre un point d'honneur, un point qui m'obsède au quotidien, c'est celui d'avoir une vision long terme. C'est vrai que tu en parles toujours dans les podcasts. Hein. Oui, et je l'applique dans ma vie. Beaucoup trop de choses qu'on trouve à la fois sur Internet ou même lorsqu'on écoute les gens, on veut du facile, tout de suite. rapide, sans effort. L'instantané, encore une fois. Or, le problème, c'est que effectivement, c'est important lorsqu'on souhaite s'enrichir, et là, je suis d'accord avec ce qu'il dit, mais d'avoir effectivement une vision qui va être sur le long terme. Après, l'horizon temporel, c'est à définir, évidemment, en amont. Et il faut être réaliste sur ce qu'est un horizon temporel cohérent, et on ne parle pas de 1 an, 2 ans, 3 ans, mais un horizon plus long pour derrière avoir des résultats qui sont extrêmement intéressants. Et évidemment, tout va toujours dépendre de sa position de départ initiale, mais pour vraiment aller chercher des résultats très intéressants et maximiser son potentiel, il faut effectivement voir les choses sur le long terme et mettre en place des actions aujourd'hui qui vont avoir des résultats plus tard. Ouais, puis je pense que c'est encourageant. Par exemple, on parle d'investissement, mais je parle tout simplement dans le monde du salariat, par exemple. Beaucoup de gens veulent... je trouve ça fou quand même, parce qu'à l'époque, c'était pas comme ça, mais il y a des gens qui, au bout d'un an, ils comprennent pas qu'ils n'ont pas d'augmentation. Mais tu vas peut-être être 5, 10, 15 ans dans l'entreprise, et je pense que dis-toi que je me donne 5 ans pour devenir le meilleur des meilleurs, quel que soit ton domaine, et du coup, forcément, si tout de suite, tu récoltes pas ce que tu as semé, tu le prendras peut-être un peu moins mal, tu vois. Tandis que si tu veux tout et tout de suite, forcément, au premier échec, tu vas baisser les bras. Tandis que si tu voilà, je me laisse 10 ans, tu as 10 ans pour évoluer. Mais finalement, c'est comme dans tout. Alors, il faut évoluer, bien entendu. Il faut pas prendre le temps comme étant une excuse et en disant, oui, dans 10 ans, j'aurai ceci, bien entendu. Mais il faut avoir une vision qui est claire sur le long terme et se dire, OK, moi, à long terme, je vais arriver là. Et donc, aujourd'hui, je vais mettre en place toutes ces petites actions qui, derrière, vont m'amener à un résultat. Et c'est là, finalement... l'intelligence, il faut le dire, c'est la capacité à faire preuve de discernement entre, d'une part, je ne veux pas tout de suite,
Donc je veux pas réussir à perdre 10 kilos dans un mois, mais d'un autre côté, je me dis pas pour perdre 10 kilos, j'ai le temps qu'il me faut et ça me prendra 3 ans. Non, c'est 10 kilos, je veux les perdre dans 6 mois, admettons, et donc, même si cet exemple est, on va dire 20 kilos, je veux les perdre dans 6 mois, et donc je vais mettre en place toutes ces petites actions au quotidien qui m'amèneront là. Et lorsqu'on parle du sport, finalement, c'est assez court-termiste. Tu prends, même si le sport, je le conçois, hein, surtout le sport de haut niveau, et tu en as un exemple, c'est très difficile, mais voilà, on parle parfois d'un horizon de 4 ans pour se préparer à une compétition sportive, à des Jeux Olympiques. 4 ans. Voilà, il y a eu évidemment tout un travail en amont, mais dans l'investissement, on ne peut pas réussir à faire des choses en 2-3 ans. Il faudra vraiment aller chercher un horizon de temps qui est plus long et donc d'avoir une vision qui est long terme. Et là, je pense que c'est un point qui est très, très intéressant. Ouais. Antoine, tu as quelque chose à rajouter justement? Non, j'allais juste rebondir sur ce que tu as dit en disant que je pense que la vision long terme est le meilleur ami de la discipline. C'est ça qui va te permettre de discipliner. Là où tout ce que tu fais à court terme va te motiver, mais ta motivation est très friable par rapport aux événements de la vie. Donc voilà, viser le long terme et la discipline plutôt que le court terme et la motivation. Donc pour conclure, est-ce que Père riche, Père pauvre est une Bible Alors, et la solution? Pour nuancer, je pense que c'est intéressant de comparer par exemple nos deux statuts par rapport à ce livre. Aujourd'hui, tu as actionné des leviers différents des miens. Tu es dans des investissements qui sont quand même assez nombreux et conséquents, là où moi je commence seulement. Et je pense que ce livre est bien pour des gens comme moi, donc à l'époque, parce qu'aujourd'hui, voilà, j'ai eu le déclic, mais pour avoir un déclic. Je pense que ce livre est bien pour se dire, ok, j'ai quand même conscience que l'argent, en fait, c'est pas ce que je pensais. J'ai besoin d'en savoir plus sur comment on fait de l'argent, de m'éduquer financièrement. Et en fait, c'est la porte ouverte à la curiosité et au développement personnel vis-à-vis de l'éducation financière. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. J'ai rien mis en place, enfin, je ne suis pas devenu riche grâce au livre, tu vois. Mais grâce au livre, je me suis intéressé à des formations, à des livres sur le développement personnel, etc., etc. Donc moi, je vous le conseille vraiment pour avoir ce déclic. Je trouve que c'est un livre qui se lit bien, parce qu'il y a des livres sur l'argent qui sont vraiment très lourds. Par exemple, moi j'ai un livre de Warren Buffett, on fait s'accrocher quand tu lis le livre, c'est très technique. Là, franchement, c'est pas technique. Et après, c'est la porte ouverte sur d'autres livres que j'ai pas encore lus de lui, qui sont, je pense, bien également. Mais moi, c'est un livre que je conseille aux gens qui n'ont pas encore un pied dans l'investissement. Donc, si vous voulez devenir riche, commencez par lire le livre de Robert Kiyosaki pour avoir un déclic. Et après, développez-vous personnellement. Ensuite, regardez nos vidéos pour avoir vraiment des actions concrètes et pratiques. C'est après un call avec Leroy. Et puis, orientez-vous vers le coaching. Ouais. Voilà. Ok. C'est quand même un livre que tu conseillerais ? Ça dépend véritablement à qui on s'adresse et ce qu'on recherche. Okay. Effectivement, je pense que ça peut être un livre qui est générateur d'un déclic. Et je pense que beaucoup de contenus qui sont faits sur Internet aujourd'hui sont comme ça. Je t'avoue que moi, j'ai regardé beaucoup de contenus sur Internet. Et en réalité, sans prétention, hein, à part quelques chaînes vraiment nichées, eh bien... il y en a pas qui beaucoup, mais beaucoup... c'est du déclic en réalité qu'on veut créer chez toi et pas réellement du contenu qui va être de qualité comme celui en tout cas qu'on essaye d'offrir au travers de ce podcast. Parce que d'une part, il y a le contenu motivationnel et puis derrière, il y a ce qui est véritablement éducationnel et qui va permettre de passer à un niveau supérieur. Qui sait, on l'invitera peut-être ici un jour sur le plateau, ce Robert. Oui, peut-être. Pourra mieux débattre que moi. Je pense qu'il a des priorités un peu plus... Je pense qu'il a des problèmes pour l'instant. Ah. La santé ne s'achète pas, les amis. Non, je pense pas que c'est des problèmes de santé. Je pense qu'il a des problèmes financiers pour le moment. Ah. Attention au fisc quand on gagne beaucoup d'argent. Ouais, sauf... Après, je sais pas, mais maintenant, je pense que à partir du moment... Et je pense que ce sera l'objet d'un épisode qu'on fera. À partir du moment où tu es en ordre... que tu fais les choses de façon claire, bien sûr, précise et ordonnée, ouais. Je pense que tu ne dois pas craindre de problématiques fiscales, dans le sens où beaucoup de gens, et on reviendra là-dessus, pensent que tu es obligé de frauder pour réussir à devenir riche. À t'enrichir. Tu n'es pas obligé d'être un magouilleur pour être riche. Tout du moins. Et malheureusement, ça dure un temps, mais si on a une vision qui est sur le long terme, malheureusement, ça ne peut pas fonctionner. Sur ces belles paroles, merci Antoine. Avec plaisir, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ouais, à bientôt, merci. De rien.